Merci beaucoup, merci à tous. Effectivement, cette notion de transparence, pour révolutionner la façon dont fonctionne l'État et fonctionnent nos sociétés, puisqu'ici il s'agit de révolution, c'est à mon sens l'élément le plus prometteur de cette révolution des données dans laquelle on est rentré. Révolution des données parce que tous les 2 ans, la quantité de données qu'on produit et la puissance de calcul qui permet de leur donner du sens va doubler. C'est la conséquence de la loi de Moore, c'est la conséquence de la multiplication de ces petites machines que nous avons tous sur nous et qui aujourd'hui connectent près d'1 milliard d'êtres humains autour de la planète, sont bardés de capteurs, sont accessibles aujourd'hui de manière beaucoup plus démocratique qu'on ne l'imagine même. Certains smartphones en Afrique se vendent à 40, 50 $, peuvent être subventionnés par les opérateurs téléphoniques. Nous sommes tous en train d'être connectés et de générer des quantités de données qui explosent et qui permettent de mieux comprendre le monde qui nous entoure et de lui donner du sens. Et c'est la clé pour comprendre, à mon sens, le monde dans lequel on rentre, cet âge des données. Nous sommes entrés dans une ère des données. Merci beaucoup. Alors, quelles conséquences en tirer? Eh bien, à mon sens, l'exemple qu'on vient d'avoir et l'ensemble des initiatives qui, autour du monde, de manière collaborative, cherchent à capter des données pour comprendre notre environnement, pour comprendre nos sociétés, nos économies, m'amène à dire que le principe politique fondamental et le débat démocratique fondamental des 10 ans, des 15 ans, des 20 ans à venir sera celui de la donnée, son usage, sa collecte, qui peut y accéder, comment et pourquoi en faire. Et c'est une question qui n'est pas une question technique, c'est une question qui est même plus que sociale ou économique, c'est fondamentalement une question démocratique. Alors je voulais vous donner quelques exemples de ce type de révolution qu'on est en train de vivre. Un exemple qui nous touche tous, par exemple, celui de la santé. Est-ce que quelqu'un ici a fait séquencer son génome parmi l'assistance? Peu de mains qui se lèvent. Il y en a quelques-unes dans les conférences aux États-Unis, par exemple. C'est encore très tôt. Est-ce que vous savez combien le projet du génome humain a coûté? 3 milliards d'euros, 3 milliards de dollars. 15 ans d'efforts scientifiques avec une communauté internationale qui développait des outils pour accéder aux données du patrimoine génétique d'une personne. 3 milliards de dollars, 15 ans d'efforts, une personne qu'on a pu séquencer. Avec cette accélération exponentielle de la capacité de calcul et des données qu'on peut collecter, on est aujourd'hui capable, pour à peu près 1 000 € et pour 24 heures, d'avoir le génome d'une personne dans son intégralité. Et donc, si on extrapole cette tendance, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, on pourra tous ici, autour de cette table, avoir accès à cette information qui est fondamentale et qui finalement définit notre identité. Alors ça, c'est passionnant en termes de médecine, c'est passionnant en termes d'application. On va pouvoir se soigner mieux, on va pouvoir comprendre beaucoup plus précisément ce qui peut causer des cancers, ce qui peut causer des pathologies qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Mais quid du système de santé lui-même? Que penser de l'implication de ces changements sur la santé publique, sur les politiques de santé? Est-ce que mon assureur, par exemple, devrait pouvoir avoir accès à mon génome? Est-ce que moi-même, d'ailleurs, je pourrais demander à y avoir accès intégralement? Alors qu'on sait bien que le génome, c'est certes son identité, mais c'est aussi 50% du génome de ses parents proches. Comment est-ce qu'on résout cette tension entre les libertés individuelles, d'une certaine manière, et puis cette notion d'intérêt public, autour de problématiques aussi techniques et aussi complexes? À mon sens, il faut qu'on ait un débat informé autour de ces questions, et on ne peut pas faire l'économie de ce débat, parce que sinon, ce seront ceux et les pays parmi les plus avancés du monde qui abordent ces questions et qui développent les prochains géants industriels qui travailleront sur ces sujets, qui eux-mêmes fixeront les règles du jeu. Et donc on perdra l'opportunité de développer nous-mêmes une solution et finalement de porter les valeurs qui sont les nôtres autour de la question de l'accès à ces données. Les données pour la santé donc, mais les données aussi pour le développement durable. Avoir accès, c'est très simple, mais on parlait d'accès aux données. Avoir accès aux données sur les grands réseaux de transport, sur les grands réseaux d'infrastructures de nos villes, c'est une des façons qu'on peut avoir de les rendre le plus durables, plus soutenables. On sait qu'on a près de 50% de la population du monde qui est aujourd'hui concentrée dans les villes. D'ici 15 ans, ce sera 65%. Imaginez ce que ça veut dire en termes de concentration de problèmes, de pollution, de criminalité, de difficultés liées à la santé publique, d'accès aux services publics de première nécessité. Avoir accès à des informations de qualité, ça veut dire pouvoir résoudre ces problèmes de manière collaborative beaucoup plus précisément. Et cette idée de collaboration autour des données est extrêmement puissante. Par exemple, est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a de fortes probabilités, si jamais, et je ne vous le souhaite pas, les pompiers ou le SAMU doivent intervenir pour vous sauver,
Ils le feront grâce aux contributions des internautes. Ils le feront grâce aux contributions des internautes parce que la carte qu'on utilise aujourd'hui, avec une portion importante des services de pompiers dans les départements français utilisent, a été construite par des gens comme vous et moi qui, avec leur téléphone portable, ont contribué à la création d'une carte collaborative. C'est le Wikipédia des cartes, ça s'appelle OpenStreetMap. Et c'est un exemple de ce type de communautés qui peuvent résoudre des problèmes à une échelle sans comparaison avec ce qu'on pouvait faire il y a seulement 5 ans ou 10 ans, parce que nous sommes tous connectés et que nous avons ces capteurs dans nos poches. Et en captant des données de géolocalisation sur leur adresse, sur leur rue, sur leur environnement, ils sont capables de construire une carte qui va permettre au monde entier d'avoir la carte du monde la plus à jour qu'on puisse imaginer. Donc toutes ces, la santé, le développement durable, les villes, la géographie, tous ces exemples montrent à quel point collecter des données et être capable de leur donner du sens peut permettre de résoudre collectivement les problèmes auxquels on fait face et de réinventer, de révolutionner d'une certaine manière l'action publique et la façon dont on vit ensemble. Et c'est bien ça la question. Comment allons-nous vivre ensemble à l'âge des données? Quelles sont les règles qu'on doit fixer? Comment trouve-t-on un équilibre entre finalement les libertés individuelles et cette question de transparence et d'accès à la donnée publique? Alors pendant 3 ans, j'ai eu la chance effectivement de faire partie d'une mission très novatrice dans l'État, puisque pour la première fois en France, on a cherché à rendre accessible l'ensemble des données publiques, pour une question de transparence, pour une question aussi d'encouragement à l'innovation, pour le développement de start-up, pour le développement d'initiatives citoyennes. Et ça a été, je ne vous le cache pas, 3 ans longs, difficiles, extrêmement satisfaisants d'un point de vue personnel, mais où il a fallu convaincre. Il a fallu convaincre des administrations fondées sur, certes, des règles fondamentales assez anciennes, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, les outils des révolutionnaires, mais aussi des principes pyramidaux, des principes hiérarchiques, qui vont parfois à contresens de ces notions de plateforme de données ouvertes. Mais ça a été aussi 3 ans qui m'ont permis de réfléchir à ce que pourraient être les règles qui nous guideront dans l'établissement de ce que peut être cette société à l'âge des données qu'on cherche à inventer ensemble. Et donc, une première conclusion que je tire de cette expérience, c'est qu'il ne faut pas opposer les données personnelles et les données publiques. On a toujours tendance à se dire, mais attendez, votre notion de transparence, elle me met en danger. C'est l'inverse. C'est l'inverse qui est vrai, parce que si on ne donne pas accès au patrimoine de données publiques que les uns et les autres nous contribuons à financer, on va empêcher l'émergence d'acteurs économiques, de start-up, de démarches citoyennes en France qui nous permettent individuellement de mieux protéger à terme nos données personnelles, parce que nous aurons développé des modèles qui permettront de refléter, encore une fois, les valeurs qui sont les nôtres. Deuxième leçon, on ne peut, à mon sens, réguler efficacement une politique publique, un secteur d'activité humaine dans l'âge des données qu'en expérimentant. On ne peut pas réguler sans expérimenter. Et donc l'essentiel, lorsque de nouveaux développements tels que la génomique, tels que ces sujets bouleversent ce que l'on sait des sciences, de la société, des politiques publiques, c'est d'expérimenter et par exemple de se donner le droit d'avoir accès à nos génomes, de comprendre l'usage qu'on pourra en faire, de manière à demain pouvoir mieux réguler cette tension entre la liberté individuelle, encore une fois, et ce besoin de transparence. Et puis peut-être une dernière leçon qui est une forme de conclusion pour moi et qui illustre bien le succès d'initiatives collaboratives telles qu'OpenStreetMap par exemple, ou le travaux de démocratie ouverte et d'associations de citoyens qui se sont emparés des données, c'est qu'à mon sens on doit oublier les pyramides et entrer dans l'âge des plateformes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement passer des hiérarchies, du fonctionnement top-down et de finalement la notion d'organisation comme une suite de hiérarchies imbriquées telle qu'on l'a connue depuis que l'homme fait société, pour entrer dans ce que fondamentalement l'accélération des moyens de communication et l'explosion des données permet, c'est-à-dire la collaboration en réseau, en plateforme décentralisée. Et ça, c'est la véritable révolution, c'est la révolution des données. Donc si ensemble on cherche à oser la France, alors osons la révolution et osons les données. Merci beaucoup. Merci. Juste un instant, je vais vous citer un exemple. Par exemple, en Polynésie française,